Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Vous avez devant vous aujourd'hui un homme heureux. Un homme heureux pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai devant moi des souliers d'exception, peut-être les souliers parmi les plus beaux au monde. Et la deuxième raison de ma joie, c'est que j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir parmi nous aujourd'hui, dans nos discussions sartoriales, l'un de mes bottiers préférés, si ce n'est mon bottier préféré sur Terre, Stéphane Jiménez. Bonjour Stéphane et merci de nous faire l'honneur de ta visite. Bonjour Hugo et merci pour ton accueil. Voilà, nous sommes en Bourgogne, chez nous, dans notre salon. Stéphane est venu directement de Bordeaux, donc on ne va pas parler de vin. Parce que généralement, quand un Bordelais rencontre un Bourguignon, ça discute vin. Je sais qu'il y a une espèce de petite polémique en ce moment entre les amateurs de Bordeaux et les amateurs de Bourgogne. Je sais qu'il y a un petit peu une espèce de Bordeaux bashing que moi j'aime pas trop, parce que oui, c'est vrai, j'aime beaucoup la Bourgogne, j'aime beaucoup le vin de Bourgogne, mais je dois dire quand même, tout de même, chez toi, il reste quelques très très grands vins. Oui, il y a des belles choses partout. Il y a des belles choses partout. Il y a des beaux flacons partout. Exactement. Alors, Stéphane est un bottier que j'apprécie particulièrement. Pour ceux d'entre vous qui ont fait l'acquisition de mon livre, Souliers, il y a un très beau chapitre sur... alors, je ne parle pas de très beau en termes d'écriture, parce que ce n'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, les photos qu'Andy Julia avait prises de tes modèles étaient absolument sublimes, dans lequel j'explique donc l'histoire de Stéphane, d'où il vient, son parcours et pourquoi nous l'apprécions particulièrement. Mais pour ceux qui n'ont pas encore acheté ce livre, d'ailleurs, je vous conseille de le faire vite puisqu'il est bientôt épuisé. On va d'abord commencer par dire un peu qui est Stéphane Jiménez. Alors, il est très connu dans le petit monde feutré des bottiers sur mesure, mais j'aimerais que tu nous racontes brièvement ton parcours, comment tu as commencé. Je sais que tu fais partie de la confrérie des Compagnons du Devoir. Donc, comment a commencé? C'est qui le jeune Jiménez il y a 30 ans? Quand est-ce que tu as commencé à travailler le cuir et les souliers? En fait, j'ai commencé très tôt à la sortie de l'école. J'ai voulu... L'école était un peu trop rigide pour moi. D'accord. Donc, je me suis plus exprimé manuellement. Oui. J'ai trouvé ma voie et j'ai commencé par la cordonnerie réparation. D'accord. Et la fabrication mécanique. OK. Après, je suis rentré chez les Compagnons. Là, j'ai découvert la botterie. Oui. Et après, ça ne m'a pas lâché. D'accord. Et en fait, ma vie est faite de rencontres et de compagnons, d'hommes de métier que j'ai rencontrés et qui t'influent. Une vraie piqûre de passion en intraveineuse, quoi. Là, pour le coup, ça ne te lâche plus. Bon. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi on parle, parce que tu sais, avec YouTube, on touche un public beaucoup plus large qu'avec les gens qui lisent nos livres ou qui suivent notre blog. On va rappeler en deux mots les Compagnons du Tour de France, les Compagnons du Devoir, cette confrérie. Alors, je vais dire en deux mots la compréhension que moi j'en ai et après, toi, tu compléteras. Donc, nous avons la chance... en France, d'avoir encore cette tradition de transmission du savoir. C'est-à-dire que, alors j'en ai parlé avec quelqu'un que tu connais très bien, qui s'appelle Pierre Cortet, qui était un de tes frères compagnons, parce que je crois qu'on dit frère dans le compagnonnage, qui me disait qu'à l'époque où lui a commencé, le compagnonnage, c'était un peu pour les gens qui n'avaient pas réussi à l'école et on l'envoyait apprendre un métier manuel. Et donc, le compagnonnage, c'est cette tradition où des jeunes allaient faire ce qu'on appelait un tour de France, de passer de maître en maître. Alors, ça pouvait être des tailleurs de pierre, ça pouvait être des ébénistes, ça pouvait être des bottiers, etc. Il y a tout un tas de corps de métier. Et l'idée, c'est de vraiment voyager de maître en maître pour apprendre le métier. Alors, est-ce que c'est bien ça, plus ou moins? C'est ça, et puis c'est surtout une retransmission. Oui. Les anciens enseignent aux plus jeunes. Oui. Et à tous les niveaux. C'est-à-dire le plus vieux enseigne au moins vieux, qui enseigne encore au moins vieux. Et en fait, c'est que ça. D'accord. Et c'est une passation de savoir. Oui. Et en fait, on gagne énormément d'années et énormément de connaissances et de culture métier. Oui. Parce qu'en fait, on a affaire à des bottiers qui ont 80 ans, 70 ans. Donc, ils nous racontent des pans de notre métier qu'on ne connaît pas, en fait. Qu'on ne connaît plus maintenant, en fait. Ouais. Est-ce que tu savais que c'est unique au monde, les Compagnons du Devoir? Oui. Je crois qu'il y a juste en Allemagne, il y a quelque chose qui est à peu près ressemblant. Oui, non. Et en France, il y a plusieurs compagnonnages, en fait. D'accord. En fait, il y a l'association ouvrière, il y a l'union compagnonique, il y a la fédération compagnonique. Il y a plusieurs compagnonnages, en fait. D'accord. Voilà. Mais la plus connue, pour nos métiers, c'est essentiellement l'association et la société de la famille du cuir. D'accord. Alors, pour la petite histoire, si vous suivez, si vous êtes amateur de botterie sur mesure, il y a une personne que beaucoup de gens aiment beaucoup, qui travaillait sous son propre nom et puis après qui a intégré l'atelier Berluti. Et il me semble savoir que ça a été, non pas un de tes apprentis, où tu as été maître de stage d'un certain Anthony Delos. Oui, je suis intervenu dans sa vie professionnelle au début. D'accord. Après, on se construit tous oui. avec des rencontres. Oui. Moi, j'étais là un moment et puis lui,
Ouais. Donc on progressé et est devenu très talentueux. Ouais. Tes frères, c'est qui? C'est Corté, donc c'est Philippe Atienza, c'est Christophe Algance, c'est Christophe Corté. Philippe et Pierre sont déjà plus vieux. C'est la génération avant. D'accord. Mais ceux avec qui j'ai tourné, c'est Christophe Corté, Toulousain, moi Algance. Ouais. Qui ont l'atelier du Tranché maintenant. Voilà. Et De Vos également, je crois, Éric De Vos. Oui, mais c'est encore la génération avant. Ouais. Alors ce que je dis dans mon livre, c'est que ce compagnonnage a quand même donné naissance à une génération dorée un peu de bottiers, parce qu'il y a quand même un talent là. On vient juste de citer des noms comme ça à la volée. Encore une fois, pour ceux qui ne suivent pas les discussions sartoriales ou qui n'ont pas lu nos livres, enfin quand tu alignes des noms comme Pierre Corté, Christophe Algance, Stéphane Jiménez, Philippe Atienza, Éric De Vos, Anthony Delos, on est quand même sur une génération qui a vraiment du talent, quoi. Je ne sais pas si c'est une génération, mais en fait, c'est surtout l'époque où en fait, John Lobb a aidé beaucoup, parce que John Lobb, à l'époque, a fait progresser le métier, parce qu'ils prenaient à l'époque beaucoup d'apprentis. Oui. Donc, ils nous ont ouvert leurs ateliers, avec toute leur culture métier et leurs connaissances. Oui. Et donc, on a fait un bond en termes de qualité. Oui. Voilà, qui a été impressionnant. Voilà. Alors, tu veux dire que tous les gens que j'ai cités que j'ai cités, quasiment tous passés chez Lobb. Ils sont tous passés chez Lobb. C'est incroyable, cette histoire. Toi-même, tu es resté longtemps chez Lobb ? 5 ans. Ouais. Donc tu as connu... Alors, je ne veux pas dire que ça s'est dégradé. Lobb reste un atelier modèle à plein d'égards. Je sais qu'il y a beaucoup de meilleurs ouvriers de France qui travaillent là-bas. Il y a même des chevaliers des arts et lettres. Donc c'est quand même... Mais tu passais peut-être à l'époque où c'était les grandes années de John Lobb. À l'époque de Lobb. Ouais. Il y avait 2-3 compagnons qui passaient là. À l'intérieur, on était 4 compagnons. Ouais. Et oui, il y avait du monde. Maintenant, je crois qu'ils prennent quasiment plus personne en formation. Mais ça reste quand même un très bel atelier. C'est une très belle maison. C'est une très belle maison. Donc, si on se résume, t'arrêtes tes études, tu t'intéresses à la cordonnerie très vite, ensuite tu rentres chez les compagnons, tu fais ton tour de France. Tu te souviens de tes maîtres? Tu as gardé en souvenir des gens chez qui tu es passé? Oui, mais il y a surtout un compagnon qui m'a marqué. C'est Didier Martinez. Didier Martinez. En fait, quand je suis rentré, moi je suis rentré en tant que stagiaire, parce que j'avais déjà 2 diplômes dans le métier, mais pas en botterie. Oui. Et lui, il était en train de faire son travail de réception. Donc quand tu fais ton travail de réception, c'est quand même très fort. C'est très prenant. On passe beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Et lui, il m'a pris sous son aile. D'accord. Il m'a dit, OK, tu viens, tu te cales à mon rythme, et moi je vais m'occuper de toi en parallèle. Et lui, c'est lui qui m'a piqué, en fait. Il m'a piqué la passion. Martinez, il est passé chez Berluti à une époque, c'est ça? Oui, il a été chef d'atelier chez Berluti. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Alors, ce qu'on appelle un travail de réception, on appelle ça un chef-d'œuvre, c'est ça? Oui, on appelle aussi ça le chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, à l'issue de ton travail, si tu te considères toi comme prêt à faire ce métier, c'est ça, et à devenir donc officiellement un compagnon du devoir, tu dois présenter ton modèle à tes frères ou devant un jury, j'imagine. Comment ça se passe? Avec l'accord de tes pairs. Avec l'accord de tes maîtres. D'abord, tu fais la demande. Oui. On va juger de la personne, de l'état d'esprit, des valeurs et du métier. Le métier n'est pas forcément le plus important. Ah oui, voilà. C'est étonnant, hein. C'est une confrérie qui est très étonnante, mes amis, parce que je sais aussi qu'il y a une tradition chez les compagnons, c'est que chez les compagnons, on n'appelle pas Jiménez Stéphane Jiménez. On avait, alors je ne sais pas si c'est une légende, mais c'est une coutume, je crois, d'utiliser pour patronyme donc la région dont tu viens, donc toi c'est bordelais j'imagine, et le trait de caractère le plus marquant de ta personnalité. Donc toi c'était bordelais la persévérance. Et pour une bonne et simple raison, alors allez, petit scoop, on en parlera à la fin de cette émission. D'ailleurs je n'ai aucune idée si on fera 1 ou 2 parties, parce que je suis tellement content d'avoir Stéphane à ma table, et regardez devant moi il y a des chefs-d'œuvre que je ne sais pas si on va discuter 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça n'a aucune importance, parce que comme toujours dans les discussions sartoriales, rien n'est écrit, c'est tout au feeling, mais là pour moi c'est un peu Charlie et la chocolaterie, tu vois. Si j'étais un amoureux du chocolat, pour moi là, je suis chez Willy Wonka. Il y a des souliers parmi les plus beaux au monde, et je suis très très excité. Mais derrière nous, voilà, ici, là, on a cette botte complètement incroyable qui a demandé combien d'heures de travail ? 450. 450 heures de travail à la main, et c'est le travail de réception de Stéphane Jiménez chez les compagnons. Donc pour toi, t'avais quel âge quand tu as fait cette botte ? 22 ans. 22 ans. C'est loin d'être parfait. Hein, mais... Ah oui, c'est loin d'être parfait. À l'époque, c'était compliqué. Sincèrement, moi, pour un truc qui est loin d'être parfait, je la mettrais bien à mes pieds, bien que je ne fasse pas de moto. Donc, compagnon du devoir, puis John Lobb, et puis, si mes informations sont bonnes,
et je suis sûr qu'elles le sont, un passage à Florence, Oui, chez Stefano Bemer. passage important. Oui, tu es resté combien de temps? 5 ans. 5 ans. 5 ans chez Stefano, Voilà. Alors Stefano, c'était un mec à part. Hein. à part. Ouais, raconte-nous un peu. La personne avec laquelle j'aimais le plus me chamailler. Oui, Ah, on n'était jamais d'accord. Mais bon, par contre, il m'a laissé faire, il m'a donné les clés de son atelier. oui. Et lui a amené les idées. Après, on a commencé à partager. Mais il m'a surtout déverrouillé l'esprit. Ouais. J'étais Il avait un une peu, réputation d'être psychorigide, moi. Ouais, il avait cette réputation d'être un peu une grande gueule, une espèce de personnage un peu, comment dire, pas tout en rondeur, un type assez généreux, mais assez forte personnalité. Forte personnalité. Ouais, Et attachant. attachant. Et donc tu dis qu'il t'a un peu presque déconstruit pour que tu puisses te reconstruire d'un point de vue créatif. Ah, tu sais, il m'a sorti de mes carcans, quoi. Parce Ouais. que des fois, il posait une idée Oui, sur la table. Et je dis, mais comment on fait? On peut Ouais. pas le faire. Il m'a dit, c'est ton problème, ça, c'est pas le mien. ah oui, Et donc, obligé de casser un peu tous mes codes de botterie classique oui, pour aller chercher d'autres choses, m'ouvrir sur d'autres choses, ouais. sur des nouvelles lignes. Il m'a dit, enlève un peu tout ça et Ouais. tu as les capacités, tu as les compétences. Ouvre-toi, quoi. Stefano Bemer a cette réputation. Alors moi, j'ai connu surtout sa famille parce que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le rencontrer parce qu'il est décédé en 2012, si je me trompe pas. Il était jeune, il n'avait pas 50 ans. Ouais. Il a d'une longue maladie et je connaissais bien son frère, Mario, qui est un de nos copains. Enfin bref, mais par contre, j'ai beaucoup suivi le travail de Stefano Bemer et c'était peut-être pas techniquement le plus grand bottier du monde, mais par contre, en termes de création, et surtout en termes de générosité, il y a énormément de chausseurs et de bottiers que tu connais hein, d'ailleurs, mais même des gens qui ne sont pas devenus bottiers, des gens qui designent des chaussures comme Justin Fitzpatrick, comme Norman Villalta d'ailleurs qui est à Barcelone, mais aussi cet acteur Daniel Day-Lewis. Enfin, bref, il avait cette passion de transmettre son travail et il y a beaucoup de gens qui ont frappé à sa porte. Hein. Oui, puis il ouvrait souvent sa porte. Ouais. Beaucoup de Japonais. Moi, mon staff était essentiellement japonais. Ouais. Norman a travaillé un an avec nous Ouais. à l'atelier. Oui. Mais ils avaient beaucoup de mérite parce que, tu sais, en Italie, ils ont perdu ce que nous, on a encore. C'est-à-dire, nous, on a le compagnonnage Ouais. qui préserve le métier Oui. et qui le perpétue. Oui. Et chez eux, ils ont tout perdu. Ouais. Et Il n'y a Stefano, pas eu d'école ouais. et de centre de formation. Donc, en fait, c'est du bouche à oreille qui s'est perdu, des métiers qui sont morts. Ouais. Et certains ont repris le flambeau. Ouais. Et c'est un peu des autodidactes. Ouais. Comment tu expliques qu'il y a autant de Japonais dans ce métier et surtout en Italie, il y a beaucoup de bottiers japonais. Pourquoi? Je ne sais pas, je pense que c'est des gens qui sont extrêmement passionnés, Oui. quoi qu'ils fassent. Oui. Donc, ils ont choisi la chaussure, ils auraient choisi autre chose, c'est pareil. Ouais. pense qu'ils Mais sont tu penses que parce déterminés. que ça a à voir avec la minutie peut-être, puis il Peut-être. faut être persévérant. Peut-être. Parce que je me suis toujours posé la question, et c'est très étonnant parce que je crois savoir aujourd'hui que le monde de la grande mesure, du bespoke, on va redéfinir les mots ensemble parce que Oui, c'est je très pense. très important, est quand même dans des périodes pas faciles avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, etc. Mais même c'est un métier qu'on est obligé, il faut pousser pour qu'on puisse le sauvegarder. Je sais que par exemple au Japon, je crois que c'est là aujourd'hui, c'est le pays où le plus grand nombre d'ateliers en grande mesure se créent. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui va bien avec leur état d'esprit. Enfin moi c'est comme ça que je l'analyse. Et d'ailleurs ta femme, Tomoe Furuta, donc elle est pas ni corse ni espagnole, elle est japonaise. Voilà, donc ça ne s'invente pas. Donc Tomoe qui je crois travaille donc avec toi, vous travaillez ensemble. Tout ce qui sort de l'atelier, c'est nos bébés, quoi. Voilà, donc vous les faites ensemble et on en parlera tout à l'heure, mais Tomoe est spécialisé dans ce qu'on appelle les tiges, c'est-à-dire le dessus de la chaussure. Hein. Alors pour les novices, la tige de la chaussure, c'est la partie la visible de la chaussure et en dessous, il y a la semelle. Mais on va rentrer dans les détails de toutes ces merveilles qui sont devant nous petit à petit. Donc là, on est, Stefano Bemer, on est jusqu'en l'an 2000, hein, c'est ça? On est parti en 2010, 2009. 2009, non, tu as été à Bordeaux après. Oui, après, je suis à Bordeaux. Ah ouais. Oui. Je suis son biographe, en fait, je connais mieux son histoire que lui. J'ai écrit un livre sur lui, je connais mieux les dates. Je crois que tu étais chez Bemer jusqu'en 2000 et ensuite de 2000 à 2009, c'est ça? Vous été à Bordeaux? Oui, ça. En cordonnerie? Oui. Bon. Et ça, c'est intéressant parce que Stéphane, combien de chaussures t'as réparé dans ta vie? Je sais pas. Je sais que j'y ai passé beaucoup d'heures. Ouais. Beaucoup d'heures. C'est des beaucoup milliers de samedis, chaussures. beaucoup de dimanches. Mais... Des milliers de chaussures, sans doute. Ouais, mais c'était des belles paires. C'est une très belle boutique que j'ai cédée à un jeune qui est rentré, qui a fait les compagnons, qui a fait son apprentissage chez les compagnons. Oui. Elle est mariée, cette boutique. D'accord. C'est que des belles paires. Donc en fait, tu as réparé à peu près toutes les marques dans le monde entier. Oui, donc mais je faisais de la cordonnerie au sens noble.
D'accord. C'est-à-dire pas de clé, pas de tampon, pas de tout ça. Hein. Oui, de la vraie. Le cordonnerie traditionnelle. Ouais. S'il fallait tout démonter, tout refaire à la main, on refaisait à la main. Quoi. D'accord. Et donc, tu as eu accès aux entrailles Ah, mais moi, oui. de, à peu près, de toutes les maisons anglaises, italiennes, et toutes les marques. Tu sais de quoi tu parles. Je pense que je connais les produits. Ouais. Et il y a certaines marques qui ne valent pas tout à fait le prix qu'on demande, alors que d'autres valent le prix qu'on leur demande. Quelle est, d'après toi, sans rentrer dans le détail, en prêt-à-porter, la maison qui fait le travail le plus sérieux? Ah, c'est compliqué parce qu'elles font toutes un travail sérieux. Ouais. Toutes. Après, moi, j'ai des petits coups de cœur quand même. Ouais. Edward Green? Green, j'aime bien. Ouais. Moi, j'ai des paires de Green, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien Gaziano. Gaziano. Ouais. Ah ouais, mais Gaziano, La fois que c'est... j'ai vu une paire de Gaziano en prêt-à-porter, Ouais. je me suis assis, je me dis, c'est mesure. Ouais. Et après, j'ai dit, ah non, c'est prêt-à-porter. Ouais. Mais c'est vraiment bien fait. Ouais. Vraiment On bien salue fait. Tony et Dean Girling, Tony Gaziano, Dean Girling, c'est des gens formidables. Ils travaillent à Kettering dans le Northamptonshire et je suis content que tu leur rendes hommage parce que non seulement ils font du bon travail, mais moi je connais moins Dean, mais je connais bien Tony et en plus de ça, c'est un mec bien. C'est vraiment. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que je me suis rendu compte que dans le monde de la. Tu vas dans le monde des maîtres tailleurs, ils ont quand même tendance, alors, sauf les très grands comme Lorenzo, qui sont des gens très discrets, qui ne vont jamais dire du mal d'autrui. Dans le monde des tailleurs, ils ont tendance parfois à dire quand même qu'ils sont un peu meilleurs que le voisin, alors que dans le monde de la botterie, vous êtes très discret. C'est-à-dire, il y a plutôt une espèce de. J'allais pas dire confrérie, on peut dire ça. Il y a une espèce d'amitié réciproque ou de respect, on va dire. Oui, Ouais. respect. C'est important, hein, ça. Oui, c'est important. Ouais. Important. Et c'est pas dans tous les métiers que ça se passe comme ça. Alors, et donc finalement, en 2009 ou 10, tu décides. 2010, j'arrive à Bordeaux. Voilà. Et tu décides enfin. Et tout le monde se dit enfin, Jiménez va faire des souliers sous son propre nom. En fait, oui, il y a eu un déclencheur. Oui. Il y a eu un déclencheur, c'est qu'on avait la boutique, on travaillait beaucoup. De Et cordonnerie, vraiment donc, beaucoup. ouais. Ouais. C'est-à-dire, je commençais à 6h du matin, je finissais à 22h, Ouais. 7 jours sur 7. Oui. Et on est parti avec Tomoe Oui. pour un congrès des compagnons. Et à 3h de l'après-midi, je me suis écrasé en voiture. En fait, je me suis endormi à 3h de l'après-midi. Ah, waouh. Donc, voiture morte. Et en fait, c'est à ce moment-là, j'ai dit, il faut prendre une décision, il faut tout arrêter. D'accord. Donc, j'ai vendu la boutique. Oui. Et on s'est mis à faire ce qu'on aimait. D'accord. Voilà. Parce Donc- qu'on est passé vraiment très près. Ouais. Voilà. Donc c'est marrant comme quoi certains accidents de la vie, et là on peut parler d'un accident Oui, au tout à sens fait. littéral du terme, peuvent changer une destinée. Et finalement, enfin moi je suis un amateur de souliers, je suis ton travail depuis le début. Bon, hein, je ne veux pas dire qu'un accident était peut-être l'effet déclencheur positif, mais finalement tout le monde était plutôt content de te voir arriver enfin sous ton propre nom. Oui, même nous, on est content de faire ça. Voilà, de faire des souliers. Alors, nous allons maintenant qu'on a un petit peu, on va dire, le parcours de Stéphane, les gens qu'il a rencontrés. Alors, évidemment, au long de notre discussion, on va parler d'autres personnes, mais là, moi, j'ai envie de commencer à mettre les mains dans le cuir, comme on dit, parce que... Alors, tu nous as amené quasiment tous les modèles que tu as créés depuis que tu fais Stéphane Jiménez en grande mesure, c'est ça? Même avant Stéphane Jiménez. En fait. Même avant Stéphane Jiménez. Donc nous avons, mesdames, messieurs, si vous vous intéressez à l'art du soulier, là, c'est absolument, tout est là devant nous et on va essayer de regarder, alors à peu près dans l'ordre, parce que Stéphane m'a demandé de regarder les différents souliers dans l'ordre. Alors là, on va commencer par ce modèle-là. Alors je vais demander à mon réalisateur, je vais le montrer. Cosmas, is it good, the focus, or is it not good? It is good, formidable. Alors, ça, je crois que celui-ci s'appelle Empreinte. Donc Oui. ça, c'est un soulier que tu as créé avant d'avoir ouvert Stéphane Jiménez Bottier. En fait, au fond de moi, j'ai toujours su. Oui, Je ne savais pas quand, oui, mais j'ai toujours su que j'allais finir par la botterie. C'était D'accord. obligé. d'accord. Donc, chez Stéphano, sur Ouais. mes temps libres, j'ai dessiné des modèles pour moi, D'accord. Dont celui-ci, qui est un des tout premiers. dont celui-ci. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Empreinte, en fait. Ouais. Parce qu'il est assez particulier. Oui. Et c'était le premier, en fait. Ouais. Alors c'est étrange ce soulier parce qu'on ne sait pas si c'est un Richelieu ou un Derby. Alors, si Techniquement, c'est un Derby. on respecte les règles, c'est un Richelieu. Ah bah tu vois. Parce qu'en fait, le Richelieu, Oui. c'est très simple. Hein. Oui. Le Richelieu, quand la partie avant Oui. est montée sur l'arrière, Oui. c'est un Richelieu. Quand Oui. la partie arrière Et est monté montée sur l'avant, c'est un Derby. C'est un Derby. J'ai Ça, compris. c'est les règles, en fait. Ouais, voilà. Bon, moi j'ai une explication un tout petit peu plus simple, c'est que à Richelieu il y a une coupe et un derby, c'est juste avec deux bouts rapportés qui viennent pour le lassage. Bon, voilà. Vous avez vu, donc c'est un espèce de tout de suite Jiménez, c'est son premier modèle qu'il a créé dans sa vie. Tout de suite ça ressemble pas aux autres quoi. Il y a il y a une patte, il y a une créativité et surtout il y a pour moi une maîtrise des proportions. Tu me disais tout à l'heure que si tu devais refaire ce modèle, tu le ferais différemment. Alors raconte-nous pourquoi. Ouais. Plus sur les travails de semelle. Ouais, raconte-moi Parce pourquoi. qu'en fait,
c'est intéressant de prendre chronologiquement les paires de chaussures parce qu'en fait, au cours des années, ton œil évolue, tes proportions évoluent, elles deviennent tiennes. Oui. Chez Loeb, il y a une proportion de taille de talon. Chez Berluti, il y a une proportion de taille de talon. Chaque maison a ses proportions. Oui. Et moi, à cette époque-là, les lisserondes étaient trop longues. D'accord. Tu veux dire cette partie-là, c'était trop long. Tu l'as trouvé trop exagérée, trop longue. Les talons étaient trop petits. Donc, c'était pas encore mes lignes d'aujourd'hui. D'accord. Et si je devais le refaire, je garderais les proportions du dessus parce que je les aime. J'adore, moi aussi. Tout ce qui est patronage, je ne me pose aucun problème. C'est plus les lignes de semelle. D'accord. Voilà. Alors, passons à celle-ci. Je vais essayer. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais je vais essayer de voir si je connais mon Jiménez bien. Alors, si je connais bien mon Jiménez, pardon. Alors là, je crois que ça s'appelle Roxane, c'est ça? Alors là, regardez-moi cette chose-là. Est-ce que c'est beau comme ça, Cosmas? Oui, je lui demande à chaque fois parce que comme je n'ai pas le retour moniteur, je ne suis pas sûr et ce sont quand même des souliers. Bon, on va sans doute les filmer après pour faire du montage. Alors, Roxane Because Police. Ouais. Donc en fait, t'écoutais Roxane. C'est ce que je disais quand on préparait, enfin on n'a pas préparé, mais quand on discutait, heureusement que t'écoutais pas André Verschuren ou Jean, pour tous les goûts. ou Georges Guettari. Mais donc Roxane, alors raconte-moi, très beau modèle, derby, 5 œillets. Donc là, peu d'évolution. On est toujours sur les mêmes proportions par rapport à... On est encore à la même époque. C'est la même époque, c'était chez Stefano. Tu sais, c'est important pour moi de... Les tout premiers modèles que j'ai faits, c'est des derbies, des modèles très, très, très classiques. Oui. Mais un jour, il y a un bottier qui m'a dit, tu sais, quand on est jeune, on essaye de faire des patronages torturés. Oui. Et tu as ce bottier qui me dit, il y a les deux modèles les plus compliqués à faire en botterie, c'est le derby et le Richelieu. Oui. Donc là, je pouffe de rire. Oui. Il me dit, tu devrais pas rire, parce qu'on les a tellement faits qu'en faire un beau, c'est très dur. C'est très dur. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Et ils sont tellement vus et revus que avoir les bonnes proportions, c'est... Je suis d'accord, voilà. Je suis d'accord. C'est la science de la proportion. D'ailleurs, celui-ci qui est le Chambord. Allez, j'ai pas de papier, hein. Tu peux témoigner, j'ai pas de papier. Je vous le dis simplement, c'est que je viens de terminer la traduction anglaise de mon livre Souliers avec 2 nouveaux chapitres. Un sur Patrick Frey, que tu connais peut-être pas, qui est un... T'en as entendu parler, bien sûr, c'est un bottier en Allemagne, qui est un chouette gars, vraiment un mec qui fait des souliers comme il doit faire. Et Christophe et Toulouse, Christophe Algans et Christophe Cortet, qui sont tes frères, évidemment, qui font l'atelier du tranché, qui sont, on va dire, sur un autre style. Eux, on est à la limite de l'art contemporain, presque en termes de botterie. Oui, avec quand même des vraies bases traditionnelles. Ah, fantastique, oui, c'est bien pour ça qu'ils sont dans du créatif, mais ils ont des vraies bases tradies. Ils sont capables de faire tout. Exactement. Et donc, je crois qu'on leur a donné 8 pages dans notre livre parce que on pense que c'est des gens qu'on a besoin de soutenir parce qu'ils c'est important que des créateurs comme ça aient voix au chapitre. Alors, donc le Chambord, donc c'est pour ça que je vous disais, je connais le nom des souliers parce que pour mon livre, j'ai dû faire les légendes, évidemment. Hein, et voilà. Donc là, on est, même chose, sur un derby. Alors, ça me fait toujours bizarre de dire un derby classique parce qu'on est quand même chez Stéphane Jiménez. Regardez au niveau de la ligne, au niveau de... Bon, personnellement, moi... Oui, les listes sont encore relativement longues, je suis d'accord avec toi. Encore hors proportion. Voilà. Alors, petit cours de botterie, talon relativement court ici, école Loeb. Hein. Oui, voilà. Talon au carré quasiment. Voilà, donc quasiment carré, donc chez certaines maisons, dont chez Loeb. D'ailleurs, Stéphane me disait, tu es presque capable de dire plus ou moins d'où vient la chaussure en regardant le talon. Chez Stefano, on a essayé de travailler avec des sous-traitants. Oui. Et moi, je recevais les boulots. Oui. J'ouvrais les boulots, je dis, lui, il est passé chez Loeb. Lui, il est chez Berluti. Je te reconnaissais au travail de pied, en fait. C'est marrant. Mais c'est des maisons qui marquent quand même. Ils nous inculquent leurs règles, c'est normal. Hein. Oui, oui. Et ça marque. Super. Alors celui-ci, je ne connais pas le nom de celui-là. C'est un... Falco. Le Falco. Donc ici, nous sommes toujours sur un derby. Donc on dit Bougolf en français. On dit wingtip en anglais. Donc tu étais assez sage au début au niveau des formes. Hein. C'est une forme qui est très jolie, hein, évidemment, mais qui est relativement sage, on va dire. Classique, voilà. Mais enfin bon, moi j'aime bien quand on parle de classicisme avec Stéphane. Ça reste quand même des choses absolument sublimes. Tu vois, il y avait une petite couture derrière, une petite finition. Tu l'as vu là, le point qui est... Ouais. Alors là, je ne sais pas si on peut voir. Tout est dans le détail, mais on va y arriver petit à petit avec d'autres modèles. Le travail, évidemment, donc là, on est... Profitons-en. Allez, on va regarder celle-ci, après on va faire une petite pause et on va expliquer ce que c'est la grande mesure et le bespoke, parce que je pense qu'il est important pour tous les gens qui nous regardent et nous écoutent de le regarder. Là, on est sur un 5 et alors ça, c'est un one cut, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, celui-ci, il a un espèce de bout sculpté. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Cosmas, we have to show this part. You see it. Hein. Alors, ça, c'est un modèle
déjà un petit peu plus créatif, on va dire. Là, tu t'es laissé un petit peu aller là-dessus. Oui, parce qu'en fait, je voulais faire ce bout-là, mais ils ont 20 ans. Hein. Oui. Là, on est sur Ah, on est il y a 20 ans. là. Ah oui. Donc quand même. Incroyable. Et il a quelque chose de particulier parce que c'est un vrai contre-pied. Si Oui. tu regardes, il n'y a pas de roulette. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Alors la roulette, c'est la petite chose décorative. En fait, non. Qu'on fait là. Chaque cran, Oui. c'est l'emplacement d'un point de couture. Ah oui, La d'accord. roulette. D'accord. Mais là, en fait, c'était un contre-pied. Oui. Parce qu'en fait, les ouvriers, Oui. à l'époque, 1920, 1930, ils Oui. étaient payés à la tâche. D'accord. Donc, mes grandes maisons leur donnaient toutes les fournitures. Et eux, au lieu de passer la roulette et de coudre tout petit, Oui. ils gravuraient, ils relevaient la lèvre, Ouais. ils cousaient grands points, Oui. tac, 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 tac. Et après, ils passaient la roulette petite dessus. Incroyable. En fait, c'était une astuce pour aller plus vite. Et moi, j'ai pris les choses à contre-pied. Ouais. J'ai fait un travail gravuré. Oui. Mais pour le coup, j'y ai pas mis du tout la roulette. Mais ça donne un autre aspect, quelque chose d'un peu plus moderne. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, vous venez d'avoir en direct, vous voyez, quand Jiménez, il parle comme ça, la roulette, gravure, etc., la lèvre, bon, oui, on c'est va... pas technique, Bon, c'est pas il a tendance à aller tout de suite, mais vous venez d'avoir ce qu'on appelle un crash course sur comment faire une chaussure sur mesure par un plus grands bottiers actuellement en activité, par Stéphane Jiménez. Donc, je vous dis ce qu'il vient de vous raconter. Prenez des notes, réécoutez et regardez dans le dictionnaire de la cordonnerie ce que ça veut dire. J'en profite, on va continuer à regarder ces merveilles. J'en profite pour faire juste un petit chapitre maintenant sur ce qu'on appelle la grande mesure. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, et c'est pas que dans la botterie, c'est aussi dans l'art tailleur, c'est aussi dans la chemise, c'est aussi dans plein de choses, c'est que aujourd'hui les mots ont tendance à se vider de leur sens. C'est-à-dire que tout le monde y va de son sur-mesure, de son bespoke, etc. Donc je voudrais bien qu'on redéfinisse ensemble, parce que ce qu'on a devant les yeux là, c'est ce qu'on appelle des pieds modèles. C'est-à-dire que c'est pas des modèles que vous pouvez acheter dans un magasin comme ça, en disant ah j'adore ça, tiens non. C'est un pied modèle pour donner de l'inspiration à tes clients. Mais la grande mesure bottière, il est urgent, je crois, qu'on la redéfinisse ensemble, et notamment dans ce que ça veut dire en termes de forme, parce que en botterie, tout part d'une forme qui généralement chez les grands bottiers est faite avec du bois et qui est un bois qui est sculpté, et la grande mesure bottière, c'est donc l'idée qu'il n'y aura pas de forme exactement pareille selon la morphologie de ton client, etc. Donc redis-nous en quelques phrases qu'est-ce que c'est que la grande mesure, la vraie botterie artisanale faite à la main. Pour moi, la grande mesure, ça part d'une feuille de papier. Hein. Oui. Une feuille de papier et d'une prise de mesure. D'accord. Et après, on crée le reste, en fait. On crée la forme pour le client. Oui. Voilà, on ne prend pas une forme existante sur laquelle on vient rajouter des choses. Oui. C'est vraiment, on modélise, on sculpte. Oui. Voilà, on sculpte aux mesures du client, Oui. avec des proportions. Oui. Et après, on fait tout le travail qui va être dessus. C'est-à-dire Oui. patronage, essayage, premier essayage, deuxième essayage s'il y a besoin. Mhm. Et après, il y a un travail de paix. Tout est personnalisé. Le talon, c'est pas un bloc. Chaque couche est coupée à la main. C'est ça. En fait, tout est fabriqué. En fait, on a les matières brutes Oui. et on va nos contreforts, tout ça, on les prend dans la plaque, dans le flanc, Oui. dans le collet, je veux dire. Oui. Et on va tous les amincir. On ne prend pas des contreforts déjà tout faits. Oui. Voilà. C'est ça. Donc c'est des pièces uniques. Ah, c'est des pièces uniques, oui. Uniques. Ça veut dire que même si quelqu'un te dit tiens, moi j'aime beaucoup ce modèle-là, même si tu lui fais un modèle dans cet esprit-là au niveau du patronage, ça ne sera pas le même soulier que celui-ci. Ça sera quelque chose de complètement différent. Mais tu sais, si tu prends, on a fait quelques Borgo, Oui. pas mal d'ailleurs. Oui. Je suis sûr que tous les clients qui ont une paire de Borgo, Oui. ils peuvent la mettre à côté. Oui, c'est pas la la même. Eh oui. Pas la même parce que c'est une courbe. Cette courbe, Oui. à chaque fois, je la dessine à la main. Oui. Donc, je l'harmonise par rapport au volume de la forme. Elle n'est pas comme un patronage tout fait. Compris. Tu disais plusieurs essayages, donc ça veut dire que tu fais donc alors chez Marron, je crois que chez John Lobb ils disent des toiles d'essayage. Je sais pas pourquoi ils disent ça. Je crois qu'on dit un chausson d'essayage. Chausson d'essayage. Ouais. Donc c'est quoi? C'est une vraie chaussure mais faite à partir de cuir moins noble. Avec cuir de mauvais, les parties moins nobles de la posterie. D'accord. Ou maintenant on utilise une autre matière qui est entre le cuir et une matière synthétique. D'accord. Voilà, qui est pas mal, qui a une bonne tenue pour les essayages. Ouais. Et donc ça sert à quoi? C'est en fait Ça permet de contrôler tes volumes en fait. C'est ça. Voilà, de contrôler tes volumes là où tu les as placés pour savoir si tu en as trop mis, pas assez, Ouais. et tu fais tous tes ajustements. Alors, malheureusement, je sais pas, il y a une partie de clients Oui. qui viennent au Bespoke et je les en remercie, Oui. mais qui veulent que ça aille très vite. Ouais. Il faut le temps. Ouais. Parce que moi, je sais que j'ai fait 2 essayages pour un client et il comprenait pas en fait. Ouais.
Parce que les 2-3 mm qui baillent à l'arrière, pour moi, c'est pas admissible. Oui. Il y a des choses, si je préfère qu'il y ait un deuxième essayage, effectivement, la livraison en est reculée, Évidemment. mais le résultat est bien mieux. Donc, mesdames, messieurs, là, on est en train de parler de l'Everest de la botterie. On est en train de parler, on est à mi-chemin pour moi entre l'art, l'artisanat, le dessin, le design, la sculpture. C'est pour ça que moi, je suis très passionné. Mon grand-père était bottier, il travaillait pour le Cadre Noir à Saumur, il faisait des bottes d'équitation. J'ai des souvenirs, bon, j'étais très très jeune, hein, mais j'ai des souvenirs de lui. C'est des métiers difficiles, c'est des métiers de précision. Il faisait les bottes sur mesure pour les cavaliers, donc en plus, la botte haute n'est pas simple parce que tu as la jambe à prendre en ligne de compte, c'est vraiment complexe, mais là on est vraiment sur des choses, voilà, et c'est cet artisanat-là, moi, qui m'intéresse, c'est cet artisanat-là, ces gestes-là et ces créations-là. Alors évidemment, c'est pas pour toutes les bourses, évidemment, il faut être patient, évidemment, il faut avoir de la compréhension et avoir compris ce qu'on achetait, parce que il suffit pas d'avoir de l'argent pour acheter ça, il faut aussi comprendre ce que tu achètes, parce que sans ça, ça n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment un geste habilitant. Et après, de l'autre côté, moi je connais aussi des jeunes gens qui économisent. Oui. Sou après sou, pour pouvoir un jour prétendre faire une paire de souliers chez toi. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne protège pas ce savoir-faire dont tu es récipiendaire, dont tu es le défenseur, avec Pierre Cortet, avec Anthony Delos, avec Éric Devos, avec tous les gens qu'on aime dans ce métier-là, eh bien c'est un métier qui va disparaître parce que c'est pas un tutoriel sur YouTube qui va te permettre de former un bottier sur mesure. C'est des heures et des heures de sang, de sueur et de larmes, et c'est un métier qui est extrêmement difficile. Et s'il vous plaît, mesdames, messieurs, si vous avez les moyens, si ça vous intéresse, regardez le travail de Stéphane, allez vers ces gens-là, parce que ce sont des artisanats et en plus, on a une école française de botterie qu'il faut absolument, absolument préserver, c'est fondamental. C'était un plaidoyer, mais je vous jure que c'est un métier, quand vous aurez mis au pied un soulier, regarde, donc celui-ci, par exemple, j'ai ce derby de œillet, mais regardez-moi cette chose, enfin, c'est pas un soulier, franchement, on est presque dans le domaine de la sculpture, regardez-moi la ligne, regardez la forme, regardez le il y a un travail avec des petits clous en laiton. Des petits clous en laiton. Regardez-moi ce travail sur la semelle, c'est absolument magistral. Donc celui-ci s'appelle le... Roca. Le Roca, vous voyez, je ne les connais pas tous par cœur. Voilà, donc là, on est un petit peu plus tard ou on est toujours à la même époque ? Non, là, on commence déjà à être... on est sur de l'actuel. On est sur de l'actuel. C'est pas encore les lignes. Les vraies lignes, c'est celle-là. À partir de là, ça commence à être amusant. Alors, passe-moi ce pied modèle-là. Tiens, alors là, celui-ci, je ne connais pas le nom. C'est le Kev. C'est à peu près le même que le Roxane. Ah, que le Roxane, d'accord. Ouais. En plus classique, avec un bout plus... Voilà. Alors là, ça, on est sur un bout un peu plus carré. C'est ça. Voilà. Là, on est plutôt pour moi sur l'école anglaise. Exactement. L'inspiration anglaise. Exactement. Il y a Georges Cleverley, qui était grand bottier, qui était élève de Nikolaus Tüksek, tu sais, qui est ce grand bottier mythique qui était hongrois et pour qui Georges Cleverley a travaillé pendant 38 ans avant de se mettre à son compte. Et quand il a repris le flambeau, Tüksek faisait des souliers extrêmement fins, parfois à la limite du supportable. Et Cleverley a inventé ce bout carré et il appelait ça un bout suspiciously square. Ça voulait dire suspicieusement carré. Et c'était devenu une boutade parmi la bonne société anglaise. Et dit, toi, tu as un coup de pied suspicieusement carré. Et je trouve que là, on est dans cet esprit-là de cette école, c'est-à-dire très, très beau bout sculpté, mais à la fois avec un peu d'espace pour les orteils, avec du confort. Et ça, c'était... alors, ça, c'est la version Stéphane Jiménez, hein, évidemment. Mais ça me rappelle un petit peu cette école-là. Tu vas me passer celui dont tu as oublié le nom. Parce qu'on a, regardez, il est bien ce garçon. Il n'est pas baptisé. Et celui-là n'est pas baptisé. Alors, il va falloir... Regardez, je vous propose quelque chose. If you listen in English, we're going to have a subtitle version of this program. But we have a game. This one has no name. If you have an idea, you can put in the comment section. Donc, je reviens en français. Je disais juste à nos amis qui ne parlent pas français que cette émission sera sous-titrée pour la chaîne anglaise. Et comme ce modèle n'a pas de nom, eh ben, je vous propose de lui donner un nom. Tiens, si vous avez des idées, tous, mettez-le. Moi, je dirais bien quelque chose que je l'appellerais bien le Stendhal. Le rouge et le noir. Ah oui. Hein, c'est pas une mauvaise idée. C'est juste une idée que j'ai comme ça, voilà. Bon, je suis sûr que nos lecteurs vont avoir des idées, nos lecteurs ou nos abonnés. Alors celui-ci est très particulier parce que c'est ce qu'on appelle un seamless en anglais. Alors c'est une seule pièce de cuir en fait qui est levée. Il n'y a pas de couture à l'arrière. Oui. Donc c'est un geste bottier qui est difficile. Hein. C'est très compliqué parce qu'en fait, une fois que tu as fait ta forme, tu dois amener tout le cuir dessus en un seul morceau. Oui.
le passé, Oui, et après, tu dois venir y développer ton modèle dessus. d'accord. C'est un peu technique. Ouais, c'est technique. Ouais. Alors, en fait, les gens vont y voir qu'une chaussure, mais quand on a ça au pied, il y a pas grand monde qui a ça au pied. Ouais. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc vous voyez, c'est cette chose-là qui est, alors bon, absolument, c'est sublime, hein, évidemment, mais c'est ici, là, pas de couture, c'est un geste bottier absolument génial. Allez, ça commence à être un petit peu le souk sur la table. Passe-moi le Borgo, allez, passe-moi le Borgo. Alors, ok, je vous l'avoue, c'est un de mes modèles préférés. Alors, je crois savoir que Borgo, c'est en référence à l'adresse de Stefano Bemer, n'est-ce pas? À l'adresse initiale de la boutique, historique, Ouais. 143 R Borgo Sanfrediano, Florence. Voilà. Tu parles italien encore Oui, un peu? ça va. Ah ouais. Oui. Alors c'est vrai parce que j'ai parlé tout à l'heure avec Tomoe, dont on a parlé, ta femme. Elle parle italien, japonais et français, ce qui est quand Ça. même un cocktail très très particulier. C'est ça. Je ne sais pas si elle préfère vivre en France qu'en Italie. On lui posera la question après. Alors moi, ce que j'aime, alors ça pour moi. C'est peut-être, enfin, bon, c'est mon goût personnel, hein, mesdames, messieurs. C'est pour moi, parce que moi, je m'intéresse aux bottes, évidemment, aux souliers sur mesure. C'est un de mes modèles préférés, peut-être mon modèle préféré chez Stéphane, parce que d'abord, il y a techniquement, c'est absolument génial. Voilà, je vous montre ça. Vous voyez le niveau, mais c'est, regardez. Sur l'avant, on a ce qu'on appelle un cousu norvégien. Donc c'est un travail qui est fait avec un cousu très particulier. Alors norvégien, regardez sur le blog, on a fait pas mal d'émissions sur le sujet qui vous expliquent pourquoi, d'où ça vient. Donc c'est une couture qui est réputée très solide, hein, n'est-ce pas, et qui demande beaucoup de travail à faire. Un peu de travail. Alors celui-là, il a la particularité, c'est que c'est ce que j'appelle un norvégien urbain. D'accord. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Mais les Norvégiens, normalement, c'est pour des chaussures assez lourdes. Oui. Chaussures de travail ou Ouais, chaussures de chasse. ouais. Donc avec des gros fils. Et en fait, moi, je voulais faire un Norvégien urbain, donc avec un fil plus petit, Oui. avec donc plus fin et des points plus petits. D'accord. Donc le point est beaucoup moins incliné. Oui. Parce que plus tu as un gros fil, plus tu arrives à avoir une belle inclinaison de poing. Ouais. Donc c'est vraiment pour en faire une chaussure de ville. Oui. Raffinée, Et alors là, donc raffinée, on est norvégien jusque-là et on passe en cousu très pointu. Lisseron interne et externe. interne, externe. Alors- Talon anglais collant. On appelle ça en anglais talon collant. Ouais. Alors un talon collant, allez. Petit cours de botterie par Stéphane Jiménez. Voilà. Quand vous achetez une chaussure de petite qualité dans un magasin, et on n'a rien contre les chaussures de petite qualité, si ça ne vous intéresse pas, vous avez tout à fait le droit d'en acheter, mais ce qu'on appelle un talon anglais, c'est-à-dire que, vous voyez, entre le talon et l'arrière de la chaussure, c'est presque une ligne droite, il est quasiment collé. Ouais. Voilà. Ce qui est un geste bottier difficile, parce que vous vous rendez compte qu'au moment où on fait le talon, on peut abîmer. Faut pas toucher. Donc voilà. Le plus, il y a un alignement entre talons. Il y a même le talon cubain où c'est la Talon tige. cubain, il est incliné vers Il est l'intérieur. incliné vers l'intérieur. Exactement. Voilà. Donc là, on est sur un talon. Et ce que j'aime dans ce soulier, c'est ce mix de cousu norvégien ici, cousu très pointe ici. Je trouve ça absolument majestueux. Voilà, c'est le Borgo. C'est un des modèles emblématiques, on peut le dire. Hein. Oui, puis il a une particularité ce modèle. Alors sur le pied modèle, sur le pied modèle, on avait fait un raccord ici, Oui. mais sur les paires. Oui. Sur les paires clients, le raccord est ici. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie avant est en une seule partie. D'accord. Ah ouais. Aucun raccord. Là, il est ici, mais sur les paires clients, il est ici. Ah ouais. Donc c'est le même morceau de cuir Ouais. en un seul morceau. Ouais. C'est pas une chaussure facile à faire, hein, celle-là. Non, mais c'est pas le but. Le bespoke, c'est pas facile à faire. Le bespoke, c'est la rareté, c'est le côté unique en fait. Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Allons faire un petit tour maintenant. Alors, voilà, je vous avoue encore une fois, je ne suis pas un grand amateur, moi, des peaux exotiques. C'est très rare que je sois fasciné par une peau en crocodile ou en alligator. Et sauf, bon, je dois avouer que ça, c'est, regardez, enfin, il n'y a rien à dire. Généralement, je trouve ça un peu, comment dire, m'as-tu vu? Voilà, on peut être honnête entre nous. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui portent des pantalons. Je trouve ça too much, mais pas celui-là. Pourquoi? Oui, il y a des gens, il y a une connotation quand même sur le croco. Le crocodile ou l'alligator, il y a une connotation. Mais bon, alors ça pose problème parce que souvent, les clients, ils pensent que ce modèle-là, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une commande. Ah oui? Et oui, parce que les clients n'imaginaient pas qu'on pouvait le faire avec autre chose que du croco. Ah d'accord. Et je l'ai fait en boxe, c'est le Malcolm, je l'ai fait en boxe, et j'ai réussi à convaincre le client qui m'a fait boxe, confiance. donc ça veut dire en cuir scalf, normal. boxe scalf. Et en fait, il est fabuleux. C'est Ah juste, ouais. il y a un modèle, mais après, on peut le faire de toutes les couleurs, de toutes les matières, on peut faire plein de choses. Ouais. Ceci étant, c'est peut-être le premier modèle de ma vie qui m'intéresse en croco. Ça, je pourrais le porter. C'est sobre. Parce qu'il reste discret. Oui. Hein, c'est pas trop pétant, etc. Et puis c'est de la petite écaille. Ouais. Tu me disais aussi qu'aujourd'hui, maintenant, on peut travailler le nubuck de Oui, il y a des crocodile. crocos nubuqués, il y a des crocos qu'on appelle finition bougie, Oui. c'est-à-dire qu'on a une finition mate. Oui. Donc c'est plus du tout le croco ou l'alligator brillant comme avant.
Oui, C'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus sobres d'accord. visuellement. Ouais. Et c'est très beau. Mais ils font des très belles matières maintenant, avec une souplesse incroyable. Ouais. Là, donc tout ça, là, on est vraiment sur le Jiménez d'aujourd'hui. Oui, hein. Là, oui, on, oui. depuis le Borgo, depuis même Oui. le derby de Zeuillet, hein, depuis C'est le ça. Roca, plus Oui, ou moins. c'est ça. Donc là, on est sur un classique de chez classique. Un diplomatico, il s'appelle. Voilà, Diplomatico, il s'appelle. ça. Quelle beauté, franchement. Alors bon, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais là, bon, le travail est toujours absolument exceptionnel. Mais il y a une petite couture, le petit point est bleu, là, Tout est c'est bleu. très joli. Tout est bleu. Voilà, très beau. Et là, on arrive, alors, bon, les gars, les filles, je dis toujours que c'est mon modèle préféré, ça fait 3 fois que je dis que c'est mon modèle préféré, mais là c'est peut-être mon modèle préféré, c'est le Balrog, celui-là. Alors moi je trouve que celui-là, regardez, ça c'est une fusée pour moi. J'aime la forme, cette forme un petit, pas encore Serdaigle, mais quand même très plongeante, et surtout cette finesse au niveau du travail. Donc ça c'est un Richelieu Balmoral, n'est-ce pas, avec un Balmoral non perforé, un Balmoral cousu, mais avec un travail sur les perforations. Alors là, c'est difficile, Cosmas, à montrer, mais les perforations, il n'y en a pas une qui est de la même grandeur. Elles vont en fait progressivement. Donc là, et puis un travail sur l'arrière du soulier qui est absolument... Regardez-moi cette chaussure. Et voilà. encore un seul morceau. Et encore un seul raccord en interne. Ouais. Voilà. Mon Dieu, j'espère que ça va, vous tenez le coup. Moi, personnellement, bon, il fait chaud dehors, je peux vous le dire, hein, on est sous les projecteurs. Je pense qu'il doit faire pas loin de 35-36 degrés dehors. Donc, si on commence à transpirer un tout petit peu, excusez-nous, parce qu'il fait chaud. Et puis moi, je transpire pour d'autres raisons, c'est que j'ai des chaussures devant moi. J'ai presque envie de les manger. Alors, celui-ci, c'est un nouveau modèle qui porte un nom que j'aime beaucoup. Il s'appelle Hugo. Il s'appelle comme moi, il s'appelle Hugo. Alors, c'était l'idée, ça fait longtemps avec Stéphane qu'on se dit, tiens, un jour, il faudrait peut-être qu'on fasse un modèle ensemble. Voilà. Donc, c'est une esquisse, hein, c'est une ébauche. Pas mal, on va en discuter. C'est pas la forme... Ouais. Ça permettait de visualiser en fait l'idée. J'aime bien la découpe du modèle. Ouais. J'aime bien la virgule faite avec la couture de Ouais, Garand, c'est hein. très chevaleresque comme ça. Voilà. Ouais. Mais la forme, je pense qu'elle mérite d'être un peu plus racée. Un petit peu plus racée, oui. Et peut-être d'autres choix de coloris de posterie. Ok. Alors tu vas me passer les 2 bottes là-bas, les 2 bottines. Voilà, regardez-moi cette merveille-là. Ça s'appelle la Kurt. Bon, bah rien à dire, hein, on est en bimatière, regardez-moi cette chose, c'est absolument magique, magistral, sublime. Là, par contre, j'aime cette forme, tu vois. Là, on est sur une forme un peu plus plongeante. Et là, c'est une Chelsea boot. Alors, ça y est, j'aime bien, moi, parce qu'on est... Alors, c'est marrant, parce qu'on a l'impression, c'est comme si j'étais... Eh, mesdames, messieurs, achetez-moi mes belles chaussures. Mais là, on est quand même sur des souliers. C'est combien de temps par paire de travail, à peu près? On est sur une centaine d'heures. Centaine d'heures? Oui, tout compris. Hein. Strictement à la main? 80, 100 heures. Ouais, oui. 80 à 100 heures. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, mesdames, messieurs? 80, 100 heures à la main. Donc là, c'est une Chelsea boot. Voilà, donc tout ça, c'est absolument magistral. On va la remettre là-bas. Voilà. Et derrière nous, donc, on a cette fameuse botte. Alors, moi, regardez, je suis le David Copperfield de la botte, puisque, hop, je l'ai ici, devant moi. Alors là, on est... Alors, ce que j'aime bien, c'est que Stéphane me dit « Ah, c'est pas parfait, parce que j'avais 20 ans quand j'ai fait ça. » Alors, l'histoire de ça, donc ça, c'est le travail dit de réception de Stéphane chez les compagnons. Alors, pourquoi? C'est une botte de moto, pourquoi? Parce que tu es motard? Parce que j'aime bien les motos. D'accord. Voilà, j'aime bien les motos, et puis c'est un modèle que j'ai dessiné, voilà. Alors, l'histoire derrière ce modèle, donc c'est un travail de réception. Raconte-moi techniquement, c'est une prouesse, hein, ce modèle. Il y a à peu près tout ce que tu peux imaginer, savoir faire dans la botterie. C'est celui qui synthétisait le plus mes connaissances du moment. D'accord. J'ai repoussé un peu les limites, parce que quand on fait le travail de réception, on essaye de repousser un peu ses limites pour se surpasser. D'accord. Et le jour où on finit le travail, on est meilleur. Ouais. Si on le refait, il sera mieux. Alors, comment on appelle ça, c'est ce cousu-là? Ça, c'est comme cette couture-là. Norvégien. C'est un norvégien, mais c'est un norvégien tressé. D'accord. Donc, en fait, c'est une couture, un norvégien droit qui n'est pas un point incliné comme ça. On dirait qu'il est double, presque. En fait, c'est un norvégien, une couture, et à chaque point, il y a un fil qui passe. Donc, il y en a qui le font en 2 couleurs. Là, il est en 2 couleurs. D'accord.
Voilà. Ouais, c'est incroyable. Et il est donc En baraquette. baraquette, c'est-à-dire que ça fait tout le tour de la chaussure. Ça. Alors, je vous apprends. Je suis très fier quand je connais des noms un peu compliqués comme ça. Généralement, même un cousu norvégien, ça peut s'arrêter là. Là, quand ça fait le tour du 1, on appelle ça un cousu baraquette. Donc, qui est compliqué parce que c'est plus de travail. Et puis, donc, tu as tout fait, la tige, tout, de A à Z. Ouais. Ouais. Oui, patronage, forme, tige, piquage. Moi, Ouais. en fait, pas piquage parce que c'est cousu main. En fait, mes amis, j'ai beaucoup d'amis chez les compagnons. Ouais. On côtoie tous les autres métiers. Ouais. Et dans la famille du cuir, c'est-à-dire notre corporation, Ouais. il y a les maroquiniers. Et beaucoup d'amis proches Ouais. sont des maroquiniers. Ouais. Et donc, ils m'ont enseigné la couture à la main. C'est les techniques de cousu main chez Hermès, par exemple. D'accord. Et toutes les finitions rognées sont faites à la main aussi. Ouais. Donc, j'ai tout cousu à la main. D'accord. Il n'y a pas de machine. Il n'y a Ouais. pas une machine qui a touché cette Donc, botte. 450 heures. 450 heures. Parce que si j'étais du métier Oui. en maroquinerie, moi en cousu main, j'aurais sûrement mis moins de temps. Oui. Voilà. Mais il m'a fallu ce temps-là, à cette époque-là. D'accord. Et le jury a dit que c'était pas mal finalement. Ils étaient assez contents de toi. Ils étaient contents. Oui. Moi, ils ont validé le travail. Ouais. Voilà. C'est une botte qu'on a vu beaucoup sur l'internet parce que moi je l'ai un peu médiatisé. Je trouve que c'est génial. Il y a même, regardez, cette découpe de cuir pour le sélecteur de la moto. Alors, on est compte jusqu'où il est allé ce garçon. Il est un peu fou, Stéphane Jiménez. C'est pour ça on l'appelle Bordelais la persévérance parce que c'est quand même un projet un peu fou. Je crois que quand tu présentes ton chef-d'œuvre, tu as le droit de te faire aider en piquage ou en choses comme ça. Tu n'es pas obligé de tout faire toi-même. Ah oui. Parce que dans le métier de bottier, il y a beaucoup de bottiers du moins qui font pas le piquage. D'accord. Qui le sous-traitent. C'est un métier annexe en fait. D'accord. C'est un métier comme les embauchoirs ou des choses comme C'est ça. ça. Dans la maison Jiménez, toi, tu t'occupes des formes, c'est toi qui dessines. Tomoe, ta femme, fait les tiges, Fait le piquage. le Le piquage. traitage et le piquage. Les piquages. Alors, le piquage, en gros, pour les gens qui seraient Extrêmement pas... technique. C'est très technique. Enfin, grosso modo, la tige, c'est la partie supérieure que l'on voit. Et le piquage, c'est en fait... Un soulier comme ça a l'air simple. Mais c'est assez complexe parce qu'il y a différents morceaux de cuir qui viennent s'enchevêtrer et il faut savoir les parer, Pareil, les amincir. les amincir pour que tout ça ne fasse pas trop de bourrelet, que ça reste très, harmonieux au niveau des proportions. C'est un travail extrêmement difficile. Hein. Oui, et puis tu sais, encore une fois, notre passage en cordonnerie pendant 10 ans, Oui, on a vu des choses, oui, des points de rupture, oui. parce qu'il manquait un renfort à un endroit ou un renfort à un autre. Et on n'aborde plus du tout sur mesure comme avant. D'accord. Voilà. Ouais. On s'est aperçu de certaines choses avec le temps Oui, qui nous permettent de mettre des renforts où il faut. d'accord. Voilà. Ouais. Mais le piquage, c'est extrêmement important. C'est la partie visible. La forme, c'est une chose. Le chausson, c'est une autre. Ouais. Le piquage, quoi. Ouais. C'est très beau. Moi. Tu as de la chance de faire ça de travailler en couple. Alors moi, Oui. ouais. Moi, je travaille avec ma femme aussi. C'est quelque chose qui est assez rare. Et ma femme qui est en train de me faire des grands signes. Sonia, you want me to say something? You are writing something to me. Elle a une question pour moi, mais you don't come into the camera. Oh yeah, hey, let's go, it's live. Go, show me quickly. Sonia me pose une question. Regardez, nous sommes en direct, c'est ça. I have decided to become a bespoke shoemaker. Can you describe what my life will be? Alors, si il y a on reçoit des questions, visiblement, je ne sais pas si c'est en direct ou pas, d'un lecteur qui nous dit, moi j'ai décidé, c'est ce que je veux faire. Je veux être bottier en grande mesure. En imaginant le fait que je sois formé, j'ai fait soit mon tour de France, soit machin, etc. Raconte-moi comment sera ma vie. C'est quoi la vie d'un bottier sur mesure? La vie d'un bottier sur mesure. Ouais. Il veut savoir qu'est-ce que ça sera sa vie. Est-ce que c'est dur? Combien d'heures? Est-ce que c'est quoi la vie d'un bottier sur mesure? Bah, déjà, tu seras heureux mais pas riche. Tu seras Parce que heureux mais pas riche? C'est pas le but. Non, mais en fait, c'est pas mon but en fait. Oui. J'ai déjà beaucoup de chance que les clients nous fassent travailler Oui. et nous permettent de pratiquer notre art. Oui. C'est une chance inouïe. Mhm. Et puis après, c'est beaucoup d'années de travail et de sacrifices. Oui. Ouais. Tu sais, il y a toute une génération là de bottiers qui arrivent, Oui. qui sont vraiment talentueux. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Dans les jeunes là qui Oui, il y viennent? a un potentiel. Mais dans le lot, il y en a Oui. certains qui grillent un peu les étapes. D'accord. Et moi, je passe un peu pour le rabat-joie, tu sais, qui leur dit, ouais, le tradit, la culture. Et en fait, c'est comme si tu fais un parallèle avec la cuisine. Oui. C'est comme si ils voulaient faire la cuisine moléculaire, Oui. mais qu'ils ne connaissaient pas la recette de la mayonnaise. D'accord. J'ai compris. Il faut J'ai les compris. bases. Ouais. On est obligé d'avoir les bases. Oui. Tu sais, les bases du traditionnel. Ouais. Une fois que tu as ces bases-là, tu peux tout faire. Ouais. C'est Donc, très. le métier, il ne faut pas ouais. le prendre à l'envers. Ouais. C'est long. C'est pour ça que c'est long et laborieux, en fait. C'est ce qui fait le fait qu'on est tous contents d'avoir des gens comme à Toulouse et Christophe Cortès sur le métier, parce que ce qu'ils font,
C'est pas portable par tout le monde, c'est dingue même, on peut le dire, hein, c'est complètement barré. Mais Ça aurait senti battu. voilà, mais par contre, c'est fait dans les règles de l'art. Ah oui. Ouais, c'est des vrais bottiers. Oui. Des vrais Il y a la bottiers. technique derrière. Ouais. On a fait les mêmes maisons, les mêmes écoles. Ouais. Donc, Et c'est ça. C'est un métier qui est fascinant. Moi, je vais je vais répondre à ce lecteur, je ne sais pas, is it a young person who asked that? Oh, this is a young person. Je vais lui répondre à ce jeune homme. Du sang, de la sueur, des larmes, du temps, de la remise en question, c'est un métier difficile. C'est pas un métier, c'est vrai, avec lequel tu deviens une superstar. C'est un métier de passion, c'est un métier de courage. Et de aussi, persévérance. Et de persévérance, comme ton nom de compagnon l'indique. Et c'est aussi un métier qui... Alors, ceci étant... et on peut quand même lui rendre cet hommage, grâce à Pierre Cortet, et je crois que tu le dis dans mon livre, avant lui, c'était quand même un métier de col bleu, c'était un métier d'ouvrier, c'était un métier, etc. Et Cortet a amené ce petit déclic qui a fait qu'il a eu des articles sur lui dans le Herald Tribune. On a commencé à regarder ce métier de bottier de façon un tout petit peu plus, glamour et attractive. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Pierre, il est comme ça aussi. Oui. C'est un personnage. Oui. C'est un personnage. Et puis, moi, quand je l'ai vu, moi, je débutais. Oui. Et puis, ils étaient assez rustres. Voilà, les bottiers assez rustiques, on va dire. On va dire. Et puis, un jour, il y a ce type-là qui rentre dans l'atelier, chez les compagnons. Ouais. Et là, je me dis, mais c'est quoi ça? Ouais. Le type un peu, tu vois, exubérant, un peu de folie, un peu de créativité avec des formes incroyables. Je dis, ouais, ok, c'est pas que ça le métier, ça peut être aussi ça. Très bien. Voilà. Ouais. Ça fait partie de moi. Il fait partie des gens pour lesquels, grâce auxquels j'ai voulu faire ce métier aussi. Oui. Voilà, c'est des gens qui m'ont marqué en fait. Oui. Voilà. Et puis il a surtout été la personne. Avant, il y avait qui? Il y avait que les grandes maisons. Oui. Et lui, il est arrivé, bam, un grain de sable. C'est vrai. Il a bousculé tout le monde en fait. Et on s'est dit, en fait, c'est possible. Exactement. On peut nous-mêmes, amener quelque chose au métier sans pour autant avoir Hermès derrière ou une grosse machine derrière, en fait. Ouais. Ce que Stéphane explique, c'est qu'enfin, avant, on peut le dire, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que Pierre Cortet a amené au-delà de la technique et au-delà des formes, c'est cette idée que tu pouvais le faire sans être chez John Lobb ou chez Berluti, en gros, hein, pour parler court rapidement, et surtout que tu pouvais amener cette dose de créativité qui était géniale. Et c'est un bel hommage qu'on lui rend, parce que moi, tu sais que je connais bien Pierre, c'est un ami, et j'aime bien, maintenant, il se dédie la grande partie de sa vie à faire des œuvres, d'ailleurs, il est artiste, c'est un type extrêmement créatif, et donc c'est ce moment où ça a un peu basculé. Et c'est d'ailleurs marrant, parce que c'est aussi le moment où Olga Berluti, dans les années 80, a amené, alors dans le prêt-à-porter, sur quelque chose de complètement différent, mais a transformé un objet qui était un objet quand même utilitaire à la base, tu vois, en objet de désir. Alors après, on peut discuter jusqu'à l'infini du prêt-à-porter, etc. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a eu un geste qui a été fait là, et que quand elle a créé le Club Swan, où elle mettait les grands PDG du groupe du 440 en chaussettes trouées de préférence, à cracher sur leurs chaussures, elle a participé à ce regain d'intérêt pour les beaux souliers, indéniablement. Et Pierre Cortet, donc évidemment, l'a fait. Pour la petite histoire, il a racheté l'atelier du vieux bottier Richaume, rue Volnay, qui est une histoire formidable, parce que Pierre me racontait, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, il disait au début c'était tellement dur que je devais faire je devais faire une demi-paire par mois à peu près, et il s'était engagé à racheter l'atelier de Richaume en faisant des souliers. C'est-à-dire à chaque fois qu'il faisait une paire, chaque deux paires, il lui donnait l'argent de la deuxième paire. Et donc, il disait, Richaume se dit, je vais peut-être être décédé avant qu'il ait payé mon atelier. Et puis finalement, tu connais l'histoire, le sultan de Brunei lui a commandé 150 paires. Enfin, après, c'est une histoire assez remarquable, mais voilà. Donc, c'était un honneur, un plaisir, une joie, de te recevoir, Stéphane, dans notre émission. Partagé. Et tu sais, tout le respect et l'amitié que je te porte. Voilà, donc Stéphane Jiménez, très grand bottier, l'un pour moi des gardiens
c'est un peu le gardien du temple avec une 10-15aine de ses confrères sur la planète. C'est quelque chose de fabuleux. Donc, il y a un chapitre entier sur lui, très en détail dans le livre Souliers. Je crois qu'il doit rester... Alors, je ne sais pas où en est le tirage librairie, il ne doit plus en rester beaucoup. Je sais que sur l'édition spéciale Orange, il doit nous en rester une dizaine ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez le commander, il vous suffit de nous écrire, vous nous mettre un commentaire, on vous dira comment faire. Sans ça, la version anglaise du livre va sortir au mois d'octobre, avec bien sûr toujours le même chapitre, traduit en langue anglaise sur Stéphane. Voilà, c'était un honneur de t'avoir, Stéphane. Je te souhaite bon vent. Je sais que la situation n'est pas facile pour les bottiers en général. Oui. Je sais que c'est un artisanat qui souffre, alors évidemment avec la crise du Covid, mais aussi, ce sont des métiers qu'il faut défendre absolument, parce que c'est des traditions, des savoir-faire absolument, pour moi c'est décisif. C'est-à-dire, soit on va vers un futur où tout est complètement mécanisé, tout est complètement éphémère, soit on choisit tous de ralentir un peu. Et surtout de protéger ça, c'est des trésors. C'est pas uniquement des souliers. C'est pour moi, quand je touche ça, je mesure le nombre d'heures qu'il y a derrière. Je mesure, c'est ce que disait Baudelaire. C'est la fusion entre ce beau éternel immuable qui est là et cette recherche d'éphémère et de personnalité, parce que c'est très beau, tout ça. Voilà. C'est vraiment cette notion-là, et l'artisanat, c'est un refuge, je crois, aujourd'hui, pour beaucoup de gens. Oui. Merci Stéphane de ta visite. Et merci à toi de nous avoir reçus déjà. Oui. Et merci pour ton livre, parce que c'est une très très belle pièce. Merci. Voilà. C'est une merci, très belle nous pièce aussi. Qui mérite d'être dans une bibliothèque. Il n'y avait rien qui avait été fait d'équivalent avant, et c'est très beau. C'est gentil. C'est fait à la main. Fait à la main. Merci beaucoup. Également. Merci tout le monde. À bientôt. À bientôt pour je suis tellement ému. À bientôt pour un nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Et d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Et regardez toutes ces belles chaussures. À bientôt, mes amis.